Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs de Radio Victoire, nous sommes heureux de vous retrouver ce jour pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'émission débat Rétro 7. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux confrères, en l'occurrence Credo Tété, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral et Firmin Terko Agbo, un chroniqueur politique. L'affaire d'espionnage via le logiciel Pegasus, la tentative d'assassinat du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, la rencontre mardi prochain entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo et la formation à Haïti d'un nouveau gouvernement dirigé par Ariel Henry, nommé par le défunt Jovenel Moïse 2 jours avant son assassinat, sont certains des événements de l'actualité internationale de cette semaine qui seront passés au crible par nos invités. Au plan national, nous nous intéresserons au BAC 2, à la campagne de libération des prisonniers politiques, à l'affaire opposant Cheikh Adebayor d'un côté, et de l'autre côté à Gogoligo et Papson Motité. Bonjour chers confrères. Bonjour cher René. Bonjour. Sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et revivre certains des événements qui ont fait l'actualité de cette semaine au Togo. La sélection est signée Hervé Essay. C'est ce samedi 24 juillet que prennent fin les épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie sur l'ensemble du territoire. 78 341 candidats, toutes séries confondues, sont à la recherche de leur diplôme de fin d'études secondaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Majesté Iouateba, était dans certains centres décrits pour constater l'effectivité du démarrage de cet examen. Je pense que c'est un bac de très bonne qualité qui est en train d'être organisé. Nous souhaitons que les étudiants puissent effectivement en bénéficier et que le taux de réussite soit des plus élevés. Cette année, nous avions à peu près, disons exactement 78 341 candidats. Si le taux de réussite égale ce qu'on a eu l'année dernière, ça veut dire que nous nous attendons à avoir cette année au moins 50 000 bacheliers. C'est énorme, c'est beaucoup. Les femmes pyramides reconduisent pour une semaine leur appel conviant les Togolaises et Togolais à porter du noir. Cette nouvelle protestation aura lieu du 26 juillet au 1er août 2021. En conférence de presse ce jeudi à Lomé, ces femmes ont fait le bilan de la première mobilisation lancée du 12 au 18 juillet dernier contre la mauvaise gouvernance, la faim et la vie chère. Et Clou Emenefa, membre de la coordination des femmes. C'est un bilan positif. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu à l'appel. Nous avons été aussi à Sigamé. On a constaté que ceux qui ont reçu l'appel ont réellement porté du noir. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel n'ont pas porté du noir, mais ont promis de porter du noir. Ils n'ont pas répondu à notre cri de détresse. Voilà pourquoi nous voulons reconduire encore une fois l'initiative du port du noir sur la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'ils répondent. Nous avons 7 revendications, notamment la baisse des prix des produits de denrées alimentaires de première nécessité. Nous voulons aussi qu'on rehausse notre SMIC à 50 000 francs. Nous voulons qu'on cesse les harcèlements arbitraires, qu'on libère nos prisonniers politiques. Nous voulons également que les prix de péage qui ont augmenté diminuent. Dans le cadre de la journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année, le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo était en conférence de presse dimanche à Lomé. Le comité, dans une déclaration liminaire lue par son secrétaire général, Claude Ameganvi, a fait le point des 113 prisonniers qu'il considère comme politiques. Claude Ameganvi. 5 prisonniers politiques morts en détention en octobre 2020 et pour lesquels nous continuons à exiger que justice soit rendue en faisant les investigations nécessaires sur les causes de leur décès afin que des poursuites judiciaires soient engagés contre leurs auteurs et éventuels commanditaires. Plus d'une dizaine de détenus malades, dont 2 hospitalisés au cabanon du CHU Tocoin depuis plus de 8 mois et 1 libéré pour aller se faire soigner hors du milieu carcéral. 16 détenus arbitrairement arrêtés en détention préventive dans l'affaire Goma Abdel Aziz depuis 2018. 73 détenus arbitrairement arrêtés en détention préventive dans l'affaire Tigre Révolution depuis 2019. 3 détenus arbitrairement arrêtés pour cause de manifestation pacifique. 3 détenus arbitrairement arrêtés pour délit d'opinion. 3 détenus arrêtés depuis 2009. Jugés et condamnés dans l'affaire Pacha Nyansingbe. Soit au total 113 prisonniers politiques dont 108 sont actuellement vivants. La communauté musulmane a célébré ce mardi la Tabaski, fête dite du sacrifice. À Lomé, la prière a été dite au lycée Tocoin en présence des autorités. Pour les musulmans, Ibrahim est l'exemple du croyant
Parfait à suivre. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Cette fête-là nous fait rappeler l'acte qu'a posé Abraham et son unique fils Ismaël. Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est juste un rappel de cet événement. Ni leur chair, ni le sang des moutons que vous immolez n'atteindront pas Allah. Ce qu'Allah veut de vous, c'est la crainte d'Allah. Immolez en prononçant le nom de Dieu et vous priez pour le pardon. Quand il s'agit de la viande, vous partagez la viande en 3 parties. Une partie pour votre famille, une partie pour vos amis, des voisins, musulmans ou pas, et une autre partie pour des mendiants, quelle que soit leur confession religieuse. C'est le sens de la fête. Fin ce lundi de la tournée d'information, de communication et de sensibilisation pour la cartographie censitaire de l'équipe de l'INCID dans la région maritime. Démarrée jeudi dernier, cette mission conduite par le directeur régional INCID maritime Yaovi Ketomania Badohou a sillonné 6 préfectures, à savoir Ave, Bamono, Yoto, Ziovo et Lac. Objectif, informer la population pour une réussite de la cartographie censitaire dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat que le Togo va organiser dans le mois à venir. L'artiste chanteur togolais Midoji Amoussou alias Papson Motite et l'humoriste Nuchule Komi Maouliklimi alias Gogoligo, placés sous mandat de dépôt et écroués ce mercredi, échappent à la prison. Ils avaient été assignés en justice par Emmanuel Adebayor pour diffamation aggravée, violation de l'intimité et association de malfaiteurs dans une affaire de compteur truqué. Dans une lettre adressée jeudi au procureur de la République, Adebayor a demandé la libération de ces 2 artistes et invite la justice à continuer à faire son travail pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Une demande à laquelle le procureur a favorablement donné suite. Nous commençons avec le bac 2. Les épreuves écrites du bac 2 entamées le lundi dernier prennent fin ce samedi. Un peu moins de 119 000 candidats sont désireux d'obtenir le sésame qui ouvre les portes des études universitaires. Mais déjà, pour le gouvernement et les parents, n'est-ce pas une satisfaction de constater qu'en dépit de la pandémie, la pandémie donc de la Covid-19, l'année scolaire s'est déroulée sans interruption et pratiquement sans mouvement d'humeur des enseignants. Oui, c'est là où il faut saluer l'ingéniosité de nos gouvernants, surtout ceux qui s'occupent du secteur de l'éducation, parce que notre pays a connu des soubresauts politiques. On avait pensé qu'on ne pouvait pas, ou bien le gouvernement ne pouvait pas organiser, disons, les examens de fin d'année, mais cela, c'est aujourd'hui une marque. Quelle que soit la situation, nos autorités en charge de l'éducation s'évertuent, se donnent à fond afin que les examens soient une réalité. Parce que c'est le couronnement, en quelque sorte, des efforts des parents d'élèves aussi qui investissent dans l'éducation de leurs enfants. Donc aujourd'hui, la particularité, vous l'avez souligné, c'est la crise à la pandémie de la Covid-19. Il faut dire cela a impacté bon nombre de secteurs. Même les parents, les revenus des parents ont diminué. Et également, nous avons vu comment le cycle éducationnel a été secoué. Donc des élèves qui ont été répartis dans des groupes. Et certains, ils allaient à l'école, aller suivre les cours par vagues. Donc, à un certain moment, on s'est demandé est-ce que cela allait nous amener à bon port. Mais aujourd'hui, avec l'effectivité de ces examens, surtout du bac 2, nous saluons les efforts du gouvernement, de l'ensemble du gouvernement et de tous ceux qui sont en charge de l'éducation. Donc, il faut féliciter expressément nos enseignants, le corps professoral. Donc, il faut reconnaître leurs efforts parce qu'ils se sont investis. Sans eux, est-ce que nos jeunes frères et jeunes sœurs seront outillés pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes? Donc là, également, nous devons reconnaître leurs efforts et saluer également leur pragmatisme sur le terrain. Parce que c'est vrai, ils ne sont pas mieux lotis que certains corps de métier, mais ils avaient des revendications à un certain moment. Ils se sont tus pour essayer de sauver l'année, même si au niveau du gouvernement, on a donné certains gages, on a fait des efforts, mais la compréhension a prévalu pour que l'année se déroule bien. Donc ça, c'est déjà une satisfaction, mais la satisfaction serait plus grande lorsque le taux de réussite sera dans l'ordre des 80%. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur, lui, il table de plus de 50%, mais nous disons
avec les résultats que nous avons connus pour le CPD, pour le probatoire, et le bac 2 étant le premier diplôme universitaire. Oui. Donc, nous souhaitons que le maximum de nos frères et sœurs, de nos jeunes frères et sœurs, aient cette opportunité d'aller apprendre, d'aller faire de hautes études et revenir contribuer au développement de notre pays. Oui, Merci beaucoup. J'ai deux petites choses à faire observer. La première chose, moi je l'ai toujours dit, je suis de ceux qui lancent des fleurs aux autorités togolaises en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, parce que les autorités togolaises ont eu à faire montre d'un certain pragmatisme dans cette lutte et les résultats sont aujourd'hui là. Mais en ce qui concerne le bac 2, j'ai écouté avec intérêt l'intervention du ministre de l'enseignement supérieur qui voudrait avoir un taux de réussite étincelant. Oui, ça c'est ce que tout le monde souhaite. Mais la question est de savoir si après ces résultats-là, ces jeunes-là, ils iront où ? À l'université, ou ceux-là qui ne voudraient plus ou qui ne vont plus vouloir poursuivre les études, ils iront où? Quels sont les débouchés qui les attendent? Moi, vous savez, je suis avec un certain intérêt les Chinois, la politique internationale chinoise. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Les autorités chinoises ou les investisseurs chinois, quand ils viennent dans un État, par exemple, dans un pays étranger, ils essaient de prendre une ville. Ils en font une ville industrielle, ils créent des entreprises et les lycées, les universités qui sont dans leur pays d'origine, les étudiants ou les élèves qui sont là, à quelques mois de la fin de leur parcours, font des visites sur les visites dans des entreprises étrangères, c'est-à-dire dans des entreprises, dans des pays où les Chinois sont installés. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient que juste après leur diplôme obtenu, qu'ils ne chôment pas, qu'ils ne restent pas au pays, mais qu'ils aillent dans des pays étrangers pour avoir affaire. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Aujourd'hui, c'est bien, on va avoir un taux de réussite de 70%, de 50%. On va applaudir tous des deux mains. Mais est-ce que nous aurons des enfants chômeurs? Les diplômes aujourd'hui servent qu'à fabriquer des chômeurs pour nos pays. Quand autant on a des chômeurs, autant on a des frustrations, autant on a une aigreur grandissante. Ce n'est pas bien pour la sécurité, ce n'est pas bien pour la stabilité de nos pays. C'est ce que nous devons rechercher. Le ministre, quand on va proclamer les résultats, on aura 70%, on va dire oui, il a fait un bon travail. Et la suite? Quelle est la suite à donner? Moi, je voudrais que les autorités togolaises tablent beaucoup plus sur ça. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits en ce qui concerne l'IFAD, où on veut amener les jeunes à ne pas trop s'intéresser peut-être au monde universitaire, à choisir la voie beaucoup plus pratique, les métiers. Mais il faut élargir le cadre pour que nos universités ou nos lycées ne servent plus seulement à fabriquer que des chômeurs, mais qu'on ait des gens qui travaillent juste après le diplôme, qu'on ait des gens qui travaillent, parce que la plupart des manifestations que nous avons eu à connaître dans le pays, les causes fondamentales, c'est le chômage, les causes fondamentales, c'est les frustrations, les causes fondamentales, c'est les grèves. Il faut qu'on y pense, il faut qu'on pense à y remédier aussi. Oui, voilà. Est-ce qu'on a des structures prêtes pour accueillir, le ministre tablait sur 50 000 élèves qui vont avoir le bac 2. Est-ce qu'on a des structures vraiment prêtes pour accueillir ce monde-là? Et quelle formation leur donner et pour que, effectivement, comme le dit Firmin Tekou Agbo, on n'ait pas de nouveaux chômeurs, de potentiels chômeurs? Oui, je crois qu'on parle de chômeurs lorsque quelqu'un a un métier sous la main. Obtenir son baccalauréat ne définit pas systématiquement comme chômeur, parce que il faut soit apprendre un métier, soit terminer ses études dans une discipline donnée, aller à la recherche de l'emploi, ne pas en trouver. C'est là où la définition de chômeur s'y est, parce qu'il faudrait nuancer. Les gens pensent que ceux qui n'ont même pas de qualification professionnelle, on peut les appeler chômeurs. Ça, c'est abusif. Donc, je voudrais faire cette nuance, tout en épousant certains aspects des idées développées par mon cher confrère. C'est vrai, il a parlé de débouchés, cher René, mais on ne parlerait de débouchés qu'après avoir fait un choix. Là, je voudrais en venir aux disciplines. Quel est les besoins sur le marché de l'emploi aujourd'hui? Est-ce que l'université, c'est aller faire la sociologie, faire la philosophie, ou bien
les matières classiques, le droit, est-ce qu'on le fait parce que l'autre le fait ou bien parce que j'ai un cousin qui l'a fait? Non, je crois que cela... avant, il y avait ce qu'on a, je ne sais pas, je suppose que il y a ce qu'on appelle l'orientation. Oui. Par rapport aux capacités intellectuelles. On prenait même les bulletins de notre pouvoir, l'élève ou bien le futur étudiant, dans quelle matière il a excellé. Donc, et on aidait par des conseils à l'orienter, à prendre une branche. Si cela est toujours d'actualité, tant mieux. Ou bien si cela est un peu minoré, donc il va falloir insister là-dessus. Je suis aussi d'avis qu'avant de parler même de carrière, c'est qu'il y a un plan d'études. Donc le plan d'études, donc après mon baccalauréat, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, nous avons 2 universités publiques au Togo. Est-ce que les 2 universités publiques pourront absorber? Je dis oui, je dis non aussi. Mais à côté, il y a également les universités privées. L'essentiel, c'est d'encourager nos jeunes frères et sœurs que les études ne s'arrêtent pas au baccalauréat. Même si vous voulez aller dans les matières techniques, il faudrait faire également des études approfondies, choisir une branche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander au gouvernement? Demander au gouvernement, ce n'est pas l'idée de déverser de nouveaux bacheliers sur le chantier, disons, de l'apprentissage des études, mais orienter, revoir même le système éducatif. Qu'est-ce que nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont les domaines prioritaires? Donc, le travail doit être fait par le gouvernement. Vous voyez, c'est vrai, nous aurons toujours ces départements de langue, oui, même pour aller faire l'allemand ou l'espagnol sur le campus. Toi-même, l'étudiant, tu sais ce que tu veux faire avec ça. Mais si tu n'as pas d'ambition, ou bien si tu n'as pas, disons, de vision, parce que en classe, tu avais les 15, les 16 en allemand, donc tu penses que c'est l'allemand que tu peux faire, alors que tu as d'autres potentialités ailleurs. Donc il va falloir que c'est disons, une mayonnaise. Une mayonnaise qui doit être coordonnée aussi bien par... La détermination vient de l'élève, de l'étudiant, du futur étudiant. Il y a l'apport des parents aussi. Il y a l'apport du personnel enseignant ou bien de l'éducation qui doit aider. Maintenant, il y a également ce souci. Donc, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, qu'on suscite des ambitions. C'est vrai, l'ambition est personnelle, mais il faut susciter cela. Il nous faut des modèles. Je veux tendre vers ça. Ça, c'est l'idéal même de la perfection. Je veux aller à ce niveau. Maintenant, dans la vie, dans la pratique, il nous faut avoir des modèles. Je me rappelle, ce n'est pas pour vous flatter, M. Delagbo. Lorsque nous étions sur les bancs, on le disait dans les coulisses. Mais aujourd'hui, vous avez les cheveux blancs qui font également votre bogosité. Mais avant, c'était des cheveux noirs et la matière, ce que vous donniez. Donc, on pouvait citer les croissants niveau de vie, la Tevi Lawson, les feux Yao Dogan, Diagba Yempabou. Donc, mais il y avait de la matière qui nous ont donné l'envie d'embrasser cette profession. Est-ce qu'on a encore ces modèles dans notre société? Je dirais, on en a certes, mais il va falloir que ces modèles se révèlent pour susciter des envies, de l'ambition, et cela ne fera que développer les intérêts pour des corps de métier. Les intérêts pour des corps de métier, c'est ce dont nos jeunes frères ont besoin. Je parlais d'une mayonnaise. Quand vous parlez de corps de métier, les métiers, c'est justement, il me semble que c'est pas le grand problème des études de la formation universitaire au Togo. Parce que quand vous allez, par exemple, sur le campus universitaire de Lomé, vous voyez que le professeur Kokoroko fait du bon travail, c'est très beau. Mais est-ce que sur le plan de la formation, du contenu de l'enseignement qu'on donne aux étudiants aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose par rapport à la transformation des structures qui sont... Voilà. Oui, donc là, je vois que vous voulez parler de l'adéquation formation-emploi. Voilà. Donc ça, c'est un point très, très crucial. Donc c'est là où nos autorités en charge de l'éducation doivent travailler. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture, de la mécanisation même de l'agriculture. Il faut arriver à susciter l'envie, à dire à nos jeunes frères que lorsque vous allez sur le campus,
On peut faire des études, de hautes études, même dans le domaine agricole, dans le domaine artisanal. Tu peux avoir ta place dans la société. Et enlever de la tête de nos jeunes frères et sœurs que, en fait, lorsque vous allez sur le campus, la finalité, c'est demain d'avoir un nœud de cravate. Non, ça, ce n'est plus d'actualité. Firmin a donné l'exemple de la Chine. Dès le bas âge, on essaie de détecter les talents. Donc, là où la matière dans laquelle, même au Ghana, ici, on le fait. Oui. Même au Ghana, ici, on Dès le le fait. cours primaire. Dès le cours primaire. Donc, on faisait tout... c'est comme un système éducatif touche à tout. Et là, il y a des gens, il y a des regards qui observent l'enfant pour lui dire, même il arrive que l'enfant ait son premier diplôme universitaire, qu'il veuille aller faire la sociologie comme la mode, ou bien pour aller faire le droit, on lui dit non. Là, vous êtes doué pour ce secteur d'activité. Donc, allez faire des études appropriées et vous êtes un leader dans le milieu. Donc, c'est ce à quoi nous devons arriver. C'est cette ambition que nous devons avoir. Cette ambition doit être portée, je l'avoue, par le gouvernement. Donc, on ne doit plus fabriquer des diplômés qui ont le papier A4 avec toutes les signatures, les clés cachées dans toutes les formes. Non, ce n'est plus ça qu'il faut avoir sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi est tellement exigeant aujourd'hui qu'il faut posséder de la matière. C'est là où je suis d'accord avec le système américain ou bien anglophone. Le système américain anglophone te demande, même si tu te présentes à la recherche d'un emploi, on te dit qu'est-ce que tu sais faire. Ouais. Ça, c'est une question qu'on a passé, disons, des décennies à minimiser parce qu'on était dans un autre système de la France où il faut arriver, bomber le torse, j'ai tel diplôme, mais lorsqu'on te donne de la matière pour faire le travail, tu n'y arrives pas. Mais tu es bon dans les récitations des théories, mais des pensées philosophiques. Donc tu fais la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce que tu apportes? Donc aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, qu'on pense à revoir même les programmes de formation. Les programmes de formation sont très importants. Il faut réactualiser ça par rapport aux besoins de l'heure, à nous, contextualiser les programmes de formation. Oui. Donc, vous voyez, et même les programmes d'éducation, on fait bon nombre de choses, les deux guerres mondiales, on parle du miracle ivoirien dans le domaine agricole. Ça, c'est de la documentation, c'est dans les TD, les gens doivent savoir. Mais on parle même de certains sujets, je me demande, est-ce que ces sujets sont d'actualité? Mais parler à nos jeunes frères de l'Afrique, le continent africain, susciter de l'envie chez les gens. Donc, on doit revoir le système. Non, il ne faudrait pas qu'on calque ce qu'on fait du côté de l'Occident, qu'on dise que c'est ça. Voilà. Donc, on doit faire des efforts. Et je parlais de conjugaison des énergies. La conjugaison des énergies, elle est très importante. C'est trop facile de rejeter 80% des tâches sur le gouvernement, mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société, on peut susciter. Et je crois que nous, avec nos pouvoirs rétrécis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous proposons, par nos analyses, nous proposons des pistes de réflexion. Maintenant, outre les autorités, les gouvernants, il va falloir que les parents aussi s'impliquent, les parents d'élèves s'impliquent, parce que ce n'est pas une joie pour un parent d'élève d'investir assez de moyens dans les études de son enfant. Il a le diplôme, mais il est toujours à la maison et c'est lui qui doit encore lui donner à manger. Donc il va falloir remédier à cela et que nos autorités sachent que, en fait, le plus utilisé ou bien le plus utilisable potentiellement sur le marché de l'emploi n'est pas celui qui a fait les hautes études, qui a fait la Sorbonne. Tout le monde, tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. S'il y a des gouvernants aujourd'hui qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants là-bas, mais il faut qu'ils sachent qu'ici, des jeunes enfants ont fini également leurs études, ils ont de la matière. Donc il faut leur donner cette chance-là. Et je crois, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans cette logique, il essaie de valoriser les potentialités que nous avons chez nous. Ce n'est pas celui qui a fait les études à Lomé, la capitale. On ne dirait pas qu'il est plus intelligent que celui qui a fait Senkassé ou bien Diakmanga. Ceux de l'intérieur du pays, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas les bibliothèques, ils n'ont pas les atouts que nous avons.
Mais ce qu'on leur enseigne, lorsqu'ils veulent rendre réellement, donc ils nous dépassent des fois, nous bégayons devant eux. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter Non, par rapport juste à ça. rajouter un petit truc pour résumer et pour m'inspirer un peu de tout ce que Crédit Toté a dit tout à l'heure. Il y a deux petites choses à relever. La première chose, il faut revoir notre système éducatif. Il faut avoir une politique nationale de l'éducation, que ce soit sur le plan primaire, secondaire et sur le plan universitaire. Et puis avoir, la deuxième chose, avoir un lien très fort avec le monde de l'emploi, le marché de l'emploi. Oui, c'est avec le marché de l'emploi qu'on va essayer de voir ce qu'il faut insérer, ce qu'il faut mettre dans le système éducatif, dans nos offres de formation, ainsi de suite. Sinon, si juste on va réunir les professeurs et leur dire, OK, concevez un plan d'enseignement pour nous, ils vont le faire, mais ce sera beaucoup plus sur le plan théorique. Il faut descendre sur le terrain aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Quand vous allez à l'université, vous allez voir que visiblement les choses sont en train d'évoluer, mais au finish, on va se dire quoi? On va dire oui, on a étudié dans une très belle université et après on va passer toutes nos années à la maison. Ce n'est pas cohérent. Donc il faut aujourd'hui changer de paradigme et savoir là où nous voulons aller. Le problème, c'est une question d'ambition. Où est-ce que nous voulons aller dans 5 ans, dans 10 ans? Quel type de citoyen voulons-nous? Quel type de citoyen voulons-nous? Est-ce que nous voulons des gens pragmatiques? Crédit Toté a dit quelque chose tout à l'heure. Vous savez, quand on parle de modèle, est-ce qu'on en a? Peut-être on en a, mais on ne sait pas là où ils sont. Moi, vous savez, moi je ne suis pas encore allé en France, mais on me dit souvent que quand vous... J'irai bientôt. Inch'Allah. On me dit souvent que quand vous allez en France, vous allez voir, on va vous montrer les quartiers des riches. Au Togo, est-ce que nous avons des riches au Togo? Est-ce que nous avons des riches? Quels sont les quartiers des riches qu'on peut nous montrer aujourd'hui? Les riches, peut-être on a les riches, mais ils se cachent. Peut-être ils ont peur de la pesanteur politique. Mais ce n'est pas bien. Alors que par exemple, les riches, on doit les voir. Les grands hommes d'affaires, on doit les voir. Et autant on les voit, autant on est inspiré. La jeune génération se dit, moi aussi je veux devenir un Jeff Bezos. Moi aussi je veux devenir un Bill Gates. On n'en a pas au Togo. Ce type de modèle, on n'en a pas. Vous imaginez, si vous voulez devenir politicien aujourd'hui, quel est votre modèle? Qui peut vous inspirer aujourd'hui? Moi, je ne vais pas vous le cachez. Pour apprendre dans ce métier, je suis obligé d'aller sur Internet, d'aller télécharger des documentaires de Jacques Chirac, de François Hollande, de François Mitterrand, pour pouvoir m'inspirer. Parce qu'au Togo, les modèles, je n'en trouve pas. Ils se cachent. C'était juste la première question. On a pratiquement fait 30 minutes, on va évoluer. Alors, deuxième sujet, les femmes pyramides entendent reconduire leur opération dite Togo Noir parce que, disent-elles, les autorités n'ont daigné prêter la moindre attention à leur première mobilisation. Ces femmes entendent protester donc contre, je cite, la mauvaise gouvernance, la faim, la vie chère, la pauvreté, etc. Alors, et que pensez-vous de ce mouvement et de l'objet de leur protestation? Et je fais mieux. Non, vous savez, c'est bien. La liberté de manifestation, elle est garantie au Togo. Donc ces femmes ont le droit de manifester. Même si à cet temps de Covid-19, c'est un peu restreint. Oui, même si c'est un peu restreint, tout cela, c'est le droit. Donc elles peuvent manifester. Moi, c'est le fond qui m'intéresse. Quand les femmes parlent de vie chère aujourd'hui, il faut prêter une attention particulière. Vous imaginez, le monde va à une vitesse tellement exponentielle. Surtout avec ce temps de Covid, les choses deviennent de plus en plus chères. Que ce soit dans les pays... Vous savez, moi j'ai un ami, même en Allemagne, qui me dit... qui n'a plus de chambre, qu'il est en train de squatter aujourd'hui chez un de ses amis parce qu'il n'a plus de moyens pour pouvoir subvenir à ses petits besoins et payer ses frais de loyer. Regardez en Allemagne, celui qui a quitté ici le Togo pour aller chercher un mieux-être, et aujourd'hui, il squatte chez un de ses amis. C'est grave. Alors, c'est comme on a dit, si c'en est ainsi pour le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? Vous imaginez, nous sommes au Togo, la situation devient de plus en plus chère. Le prix du maïs, c'est plus de 800 francs CFA. Aujourd'hui, l'ANSAT est en train de faire ses efforts pour que la situation soit jugulée. Moi, je me dis, il y a un problème fondamental au Togo. Et c'est ça qui rend la situation beaucoup plus compliquée. C'est quoi? L'argent ne circule pas dans ce pays. Le pouvoir d'achat est trop faible. On ne peut pas vivre dans un pays, vouloir de la croissance, ambitionner avoir une croissance peut-être
à double chiffre dans les années à venir si on ne table pas fortement sur le pouvoir d'achat, si on ne table pas fortement sur la consommation. On va avoir, quand on parle de croissance, souvent c'est quoi? La croissance c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. Les gens vont venir investir, les Chinois vont venir créer des entreprises, les gens vont ouvrir des bars, les gens vont ouvrir des restaurants. Mais s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, si les gens n'ont pas de sous pour aller dans ces restaurants, dans ces bars, alors comment l'État arriverait-il à percevoir ces impôts, ces taxes? Donc il faut tout faire pour que l'argent puisse circuler dans le pays. Autant ça circule, autant on a un pouvoir d'achat un peu à la hausse. Et puis ça fait tourner l'économie. C'est comme dans ce pays, il y a une classe qui a beaucoup d'argent et de l'autre côté, c'est l'autre classe qui n'a pratiquement rien. Alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de tout faire pour créer une classe moyenne. Et ça va résorber un temps soit peu cette crise. Et Adema faisait quelque chose qu'on ne jugeait pas trop orthodoxe, mais il s'est inspiré de ce qui se passe dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, il y a des membres, vous rassemblent tous les samedis presque, et puis on vous distribue un peu d'argent. Ça permet une certaine circulation de l'argent. C'est ce que les Français ont essayé de formaliser avec le RMI, le revenu minimum interprofessionnel, le RSA, revenu de solidarité active. Ce que vous dites là, ça pourrait faire l'objet d'un débat. Parce que les gens disent que ça a cultivé l'oisiveté, les gens qui ne faisaient rien et qui... Oui, mais c'est-à-dire, c'est parce qu'il n'a pas formalisé. La méthode n'était pas trop catholique, mais le fond, c'est ce que les Occidentaux sont en train de faire aujourd'hui. Il y a des gens qui savent que dans une société, ce n'est pas tout le monde qui a à faire. Donc, à chaque mois, vous allez vous déclarer, vous êtes chômeur, chaque mois, on vous donne quelque chose. Parce que c'est l'argent de l'État. Donc ici, on n'a pas ça. On n'a rien. L'argent ne circule pas. Mais la population s'appauvrit au jour le jour. On peut se dire, oui, on a des chiffres macroéconomiques qui sont étincelants. Mais au fond, les gens souffrent. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Moi, je pense que si on veut avoir une vie pas trop chère, il faut permettre à ce que tout le monde ait un peu. Et puis, la croissance va être à un niveau considérable. Voilà, quel est le Oui, non, c'est vrai, nos femmes pyramides en griffe ont fait quelques jours où tout est en noir. Donc, je me dis, mais est-ce que cela a connu un succès comme parce qu'on a écouté une interview, mais moi je dis, ça a été l'expression même d'un désintérêt. Donc, je ne sais pas, leurs outils de mesure pour parler de succès jusqu'à réemployer, disons, encore le noir du 26 juillet au 1er août. Mais moi, je voudrais dire que les actions de ces femmes pyramides participent, comme toute autre action, au décor sociopolitique. Dans notre contexte aujourd'hui, il faut avoir le courage de choisir les bons mots. Ça, c'est la décoration sociopolitique. Donc, on est en train d'amuser la galerie. On est en train de se définir, on veut se définir. Parce que les solutions sont ailleurs. Les approches de solutions sont là, mais on les escalade. Donc, on veut faire dans le pipeau. Pourquoi est-ce que je le dis ? Je suis d'accord avec nos femmes pyramides. Hein. Je suis d'accord avec ces femmes parlent de baisse des prix des produits alimentaires. La vie chère, le relèvement même du SMIC de 35 000 à 50 000, les prix des péages. Ça, ce sont des objectifs assez nobles. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est en portant le noir qu'on va essayer de trouver la solution? Si c'est porter le noir, si on nous dit, après le 1er août, que porter le noir, c'est attirer l'attention des autorités. Je dis, le noir, on l'a porté durant quelques jours. Donc, les autorités sont au courant. Aujourd'hui, que vous avez fait dans la sensibilisation, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ces autorités, ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir décisionnel? Il faut les approcher. Il faut leur faire également des propositions. On ne va pas vivre éternellement dans la contestation. Donc, il faut également donner. Les objectifs visés par les femmes pyramides, je dis, ce sont les objectifs dans lesquels nous nous retrouvons tous. Aujourd'hui, les prix des péages, ça nous pompe. Les prix des produits alimentaires, ça nous pompe. Le SMIC, qui ne voudrait pas que le SMIC soit relevé à 50 000 francs. Cela va induire une forte progression sur la masse salariale, même sur le salaire des gens. Donc ça, c'est un plus. Maintenant, est-ce que je voudrais poser cette question. Est-ce que plutôt tous les gouvernements du monde se frotteraient les mains si
on veut manifester, si on porte juste du noir plutôt que de se retrouver dans la rue et peut-être de casser, de faire des choses. Oui. Est-ce que ça là, c'est pas plutôt sans problème, c'est porter du noir, si les gens veulent, ils peuvent mettre du noir, mais c'est une forme de protestation. Est-ce que c'est pas plus pacifique et peut-être même à souhaiter, le gouvernement souhaiterait plutôt avoir des manifestations de cette nature-là, n'est-ce pas? Non, des manifestations de cette nature, c'est vrai que les manifestations ne sont pas violentes. Donc là, il faut... Mais je me dis, quelle est la finalité? Est-ce qu'on porte le noir pour porter le noir? Pour attirer l'attention peut-être pour attirer des autorités pour attirer l'attention des autorités. La première édition, donc je crois que leur message est passé et les autorités ne dorment pas. Donc c'est là où je dis maintenant... La porte-parole disait qu'on ne les a pas appelés, on n'a rien dit, on les a ignorés et que c'est pour ça qu'elles veulent remettre le mouvement. Qu'on les a, si c'est porter, faire des actions, tout en espérant qu'on les appelle dans des officines, cela aussi n'est pas un objectif à court terme qui soit bien mesuré, qui soit bien défini. Donc moi, je suis tenté de leur poser la question. Lorsque vous avez relevé, lorsque vous avez porté ces nobles objectifs, est-ce que vous avez fait le pas préalablement envers les autorités pour prendre langue avec les autorités, quitte à ce qu'il y ait des points d'achoppement ou bien des refus d'échanger avec vous avant d'appeler les populations à porter le noir? Donc, toute la question que vous avez posée me donne encore de la quintessence pour dire que on est dans de l'animation d'un décor socio-politique. Et ça ne nous amènera nulle part. Donc, je dis, au-delà des ambitions ou bien des objectifs, il y a également les moyens. Quels sont les moyens d'action? Est-ce que les gens, la deuxième édition, jusqu'au 1er août, donc le noir va être porté par une catégorie, peut-être leur famille, leurs membres de famille, mais Firmin Teko Agbo n'a pas attendu cet appel avant de porter le noir, il est en noir. Et nous tous, dans nos accoutrements, mais il y a le noir qui est dominant. Donc c'est dire que ça va devenir basique, donc ça ne va plus porter. Donc c'est là où je parle de l'animation. On est en train de nous faire une autre forme d'animation. Parce que j'aurais souhaité que la méthodologie et l'approche soient autres. Vous savez, on dit le gouvernement, on dit l'État. L'État, c'est qui? L'État, ce n'est pas Faure Gnassingbé. L'État, c'est nous tous. Lorsque nous constatons qu'il y a des choses, c'est de notre devoir de hausser la voix ou bien de porter l'information pour dire « Ah, ce domaine, ça ne va pas. Ce domaine, ça ne va pas. » Mais lorsque nous ne participons pas à la construction, on est là tout le temps dans la dénonciation, dans les calomnies. Donc, je crois ce n'est pas bien. D'où la méthodologie qu'ils sont en train d'employer aujourd'hui est discutable. Sinon, cela laisse à désirer. Il faudrait plutôt privilégier des actions. Et la vie chère aujourd'hui, la vie chère, nous tous, nous subissons cela. Mais les portes d'entrée pour essayer d'engager les discussions. Nous, dans une de nos dernières éditions, nous avons critiqué le ministère du Commerce. Parce qu'on a vu, même le ministre du Commerce qui est parti dans les marchés, il est en costume, sous le soleil, ce n'est pas ça. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est faire des actions pour mériter encore son portefeuille ministériel. Oubliant que cela même peut être d'un point en moins. Ce n'est pas ce que nos mamans veulent. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter leur commerce? Donc, on dit la vie chère, les prix qui flambent sur les produits, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a l'induction des transports aussi. Le domaine des transports. Est-ce que vous avez pris langue avec votre collègue des transports pour essayer de voir comment est-ce que vous allez juguler les choses? Il y a même, quand on parle du transport, mais on parle des prix des produits pétroliers, on augmente cela. Mais on dit, encourageons les gens à consommer local, à consommer togolais, même dans les habillements. Mais les gens vont faire comment? De la magie? Non, mais moi je dis, le ministre ou bien le ministère du Commerce doit véritablement s'investir, faciliter la vie à nos mamans, parce que nos mamans se dévouent, nos mamans se sacrifient beaucoup. Il ne s'agit pas de costumes, de porter des costumes près du corps, d'avoir les habits. Non, mais moi je dis, il faut impacter les actions. Prenez des résolutions, il ne s'agit pas de privilégier les écrans. Nos mamans ont besoin beaucoup plus d'action que de réaction. Faire du pipeau, aller dans les marchés avec les caméras pour dire qu'on est parti toucher du doigt les réalités. Combien de fois vous allez toucher du doigt les réalités? Mais les réactions, les mesures ne suivent jamais. Donc c'est là où je dis, est-ce qu'il ne faudrait même pas bouleverser un peu l'entourage du chef de l'État?
Bien, et, je ne sais pas si... Non. On va avancer. Et les femmes pyramides aussi, tout à l'heure, ils ont parlé de libération des prisonniers politiques. Et justement, le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo vient de lancer une campagne médiatique pour appuyer son combat pour la libération de tous les détenus politiques. À défaut de les libérer, ne devrait-on pas peut-être ouvrir rapidement le procès? Est-ce que c'est... Non, moi, c'est-à-dire encore deux petites choses à relever. La première chose, est-ce que nous avons des prisonniers politiques au Togo? C'est la première question que moi je me pose. Est-ce que nous avons des prisonniers politiques? Un prisonnier politique, c'est quoi? Quand on parle de prisonniers politiques, on parle de délit d'opinion. Est-ce qu'on a arrêté des gens pour leur opinion au Togo? C'est ça, peut-être, lorsque peut-être on vous prend dans une manifestation ou en train de casser et tout ça, c'est plutôt violence volontaire. On ne parlera pas, on ne vous a pas arrêté pour votre opinion. Et dans ce cas, on ne va pas vous considérer comme prisonnier politique. À moins que, peut-être ça m'échappe, moi je ne sais pas si on a des prisonniers politiques au Togo. Peut-être on a des prisonniers de droit commun. Ils ont été peut-être arrêtés lors des manifestations, mais peut-être ça donnant à des actes de violence. Et là, on parlera de prisonniers de droit commun. La deuxième chose, c'est ce que vous avez touché, et c'est ce qui est important. Oui, c'est des gens qu'on a arrêtés et qui coupent dans des prisons. Il serait intéressant. Pourquoi ne pas les libérer? Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la clémence, il y a ce qu'on appelle aussi l'indulgence. Si on les a arrêtés, ils ont eu à faire des mois déjà, on peut ordonner leur libération. Vous avez vu vous avez effleuré un sujet tout à l'heure, lorsque vous introduisiez, vous avez parlé de Adebayor et Gogolig et autres. Adebayor a demandé la libération de ses amis et on les a libérés tout de suite. Aujourd'hui, nous aussi, nous demandons la libération de ceux-là qu'on a arrêtés. On peut les libérer pour qu'ils regagnent leurs familles respectives et on passera à autre chose. Les maintenir en détention, la conséquence serait quoi? Aujourd'hui, ils ont été détenus. Peut-être le temps qu'ils ont passé leur a appris beaucoup de choses et ils vont s'en espérer pour pouvoir adopter des comportements beaucoup plus responsables à l'avenir. Non, mais moi, je suis content que Firmin m'ait devancé en faisant la différence entre les délits d'opinion et puis les délits de droit commun. Ce n'est pas la même chose. Abusivement, on peut parler de prisonniers politiques. Il y a des gens, vous savez, lorsque vous vous inscrivez dans une certaine logique, il faut mesurer le pour et le contre. Parce qu'il y a la loi qui nous redresse tous. Nous qui sommes ici, nous sommes des prisonniers ambulants, sinon en sursis, parce qu'on peut être en conflit avec la loi à tout moment, on peut se retrouver derrière les barreaux. Maintenant, est-ce que, ayant commis un délit de droit commun, parce que je suis d'une obédience politique, on peut métamorphoser cela en délit d'opinion? Non, je dis, il y a un abus de langage même de la part de ceux qui investissent le milieu de la politique, parce que c'est devenu aujourd'hui un fourre-tout. Et nous tous, nous sommes d'accord. Tu sais, la vie carcérale, on ne peut jamais se la souhaiter, on ne peut jamais la souhaiter à autrui. Mais lorsqu'on est en conflit avec la loi, on est obligé de passer par ce stade-là. D'où la nécessité de faire un plein plaidoyer pour avoir de meilleures conditions de vie carcérale et, disons, une certaine célérité dans le traitement des dossiers et qu'on puisse, comme vous l'avez dit dans votre questionnement, est-ce qu'il ne faille pas rapidement ouvrir leur procès ou clôturer même ça pour que les gens savent à quoi s'en tenir. Donc s'ils sont relaxés ou bien s'ils ont déjà purgé leur peine, s'ils sont condamnés, pour que les gens puissent être situés. Maintenant, mais parmi ça, j'émets des réserves. Nous avons vu, il y a une affaire de Tigre Révolution. Donc, qu'on va nous dire que ceux qu'on a arrêtés de Tigre Révolution, certains même qui ont la plupart contribué à ça, qu'on puisse les métamorphoser, les transformer en détenus politiques. Et moi, je dis que c'est semer une mauvaise graine dans ce pays. Donc, ceux qui sont réellement dans des actions de déstabilisation du pays, donc je crois qu'il faut que la loi soit vraiment rigide. On ne peut pas dire parce qu'on est d'une classe politique, qu'on fait la politique, qu'on veut la conquête du pouvoir, qu'il faut tout encourager. Je suis content et je suis un peu triste aussi devant
les propos de M. Claude Amegavi, qui est le porte-parole de cette dynamique. Nous l'avons vu à la conférence nationale. Ce sont des gens qui nous ont donné un peu de matière, qui ont suscité l'envie en nous de suivre la chose politique, mais à un certain moment, mais c'est comme si c'est devenu l'éteignoir. Et c'est comme si la matière est finie, ou bien on est en manque d'éléments, donc on verse, on prend tout et on veut faire un fourre-tout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo? Il n'y en a pas du tout, est-ce qu'on peut le dire? Non, lorsqu'on veut s'en tenir à la définition stricto sensus, donc je ne sais pas ce qu'on va mettre dans prisonnier politique. Non, je suis tenté de vous retourner la question. Est-ce que c'est moi qui pose la question. Non, du moment où nous sommes en train de faire un exercice intellectuel, est-ce qu'on peut me citer un nom d'un prisonnier politique pour avoir exprimé son opinion politique? Dans les 113, dont 108 vivants, est-ce qu'on peut dire le truc là? Est-ce que cela ne voudrait pas dire un prisonnier politique, ce n'est pas parce que tu milites dans une formation politique, tu te retrouves en prison parce qu'en conflit avec la loi, sous le sceau d'un délit de droit commun, qu'on peut dire que tu es prisonnier politique? Non. C'est comme la différence entre un délit de presse et un délit de droit commun. Justement, le délit de presse est autre, le délit de droit commun est autre. Et vous savez, le délit de droit commun aujourd'hui, c'est ce qui a frappé, et on en aura le temps de voir, c'est ce qui a frappé Gogoligo et puis Papson Motite. Ce n'est pas un délit de presse, c'est un délit de droit commun, c'est la diffamation. Donc voilà, donc il va falloir qu'on fasse la différence. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant que toutes ces personnes-là qui, disons que les actes posés ont quelque chose à voir avec la politique, est-ce que ce ne serait pas bon peut-être, comme je l'ai dit, d'ouvrir le procès ou bien peut-être de les libérer, voilà, non, mais moi je crois que l'action, vous savez, c'est la méthodologie qui détermine l'efficacité de l'action. Lorsque déjà on ne pose pas le vrai problème, on ne pose pas le problème comme cela devrait être, donc ça ne faciliterait pas aussi qu'on enclenche un processus de libération. Vous voyez, ceux qui sont les porte-voix de nos frères et sœurs qui sont en prison et qu'on assimile à des prisonniers politiques, vous voyez leur ligne de défense. Leurs lignes de défense ne feront que renforcer celle des gens qu'ils ont en face. Lorsqu'on n'appelle pas AA, on n'appelle pas Orange, mais on veut appeler Orange Pamplemousse juste pour plaire à une certaine catégorie d'opinion. Donc on essaie au contraire d'envenimer la situation de ces personnes-là. Donc c'est là où, comme je le disais, pour les femmes pyramides, il va falloir agir sur la méthodologie. La méthodologie, elle est toujours discutable. Et vous savez, c'est devenu aujourd'hui le chou gras pour une certaine catégorie de personnes que de sortir des expressions, de sortir des mots grammaticaux juste parce que on a des intérêts cachés, on veut se définir autrement. Bien, comme vous l'avez tout à l'heure un peu effleuré, Gogoligo et Papson Motite placés sous mandat de dépôt dans une affaire les opposants HCI Adebayor, l'ex-capitaine des éperviers qui est considéré comme leur... Ces deux-là sont considérés comme des amis de Adebayor, mais finalement il y a eu un problème entre eux et donc Adebayor a porté plainte et ils ont été placés sous mandat de dépôt, mais ils ont échappé à la prison parce qu'ils ont été libérés à la demande du plaignant. Alors, juste un mot rapidement sur cette affaire-là. Quel commentaire cela suscite de votre part, Fimet Teko Agou? Oh non, vous savez, moi je n'aime pas réagir souvent, je n'aime pas réagir sur la vie des artistes parce qu'ils aiment faire du buzz. Parce que quand vous allez voir de par le monde, les artistes c'est la prison, les artistes c'est l'histoire de viol, les artistes c'est de ball, c'est juste... On ne peut pas être artiste et être sérieux, c'est impossible. Non, parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité en fait. C'est-à-dire que la publicité soit mauvaise ou bonne. On parle de vous, en fait. Donc, souvent, moi, je n'aime pas rentrer dans ce buzz-là. Mais je retiens quelque chose de moral dans ça. J'ai compris qu'au Togo, l'amitié ne dure pas trop. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes amis, et du jour au lendemain, vous n'êtes plus ensemble. Ce que vous disiez en secret, on le révèle au grand jour. Oui, on l'a vu...
sur le plan politique et ça continue. Et aujourd'hui, ça a pénétré le monde des artistes. Est-ce qu'on ne choisit pas mal nos amis? Peut-être que les amis, c'est nous qui les choisissons. Non, mais c'est-à-dire l'amitié, peut-être on choisit mal nos amis, mais c'est dans presque tous les domaines. Moi, je dénonce ça, quoi. L'amitié, c'est une bonne chose. L'amitié, c'est le fait d'être toujours ensemble et de partager beaucoup de choses ensemble. Et que ce qu'on souhaite, c'est que l'amitié, ça dure longtemps. Au Togo, c'est des soucis, quoi. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. Mais à ce qui c'est le fond de l'affaire, moi, je ne veux même pas me prendre. Non, mais moi, je crois que le fond ne m'intéresse pas, mais je m'en tiens à la forme. Hier, ils étaient amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés devant les juges, devant la justice. Moi, je crois qu'il va falloir que les deux parties, c'est-à-dire que ce soit Gogoligo ou Moutité, que ce soit Adebayor, qu'ils apprennent de cette dure réalité. Vous avez vu comment la toile aussi a tellement réagi. Donc, je crois que ce n'est pas dans l'avantage de tous les acteurs. Et surtout pour Gogoligo et Papson, aujourd'hui qu'ils ne sont plus dans les liens de la détention, qu'ils prennent le temps de méditer, de faire l'introspection, ce qu'on appelle l'introspection, pour voir si ce qui leur a été reproché, s'ils peuvent se corriger. Et également pour notre épervier que nous chouchoutons toujours, Emmanuel Adebayor, il faut saluer, disons, ce courage-là. Il a eu le courage d'être humble, de faire preuve d'humilité. Vous savez, avec tout ce qui a été débité sur ce monsieur, avec tous les commentaires, Cheikh Adebayor, sans humilité, pouvait dire ce qui peut arriver n'a qu'à arriver. Mais juste au lendemain des présentations de Gogoligo et Moutité au procureur, suivi de leur mandat de dépôt, je crois qu'il y a ce qu'on dit. C'est aujourd'hui, je vois la nuit porte conseil. Et avec toutes les sollicitations, il a eu à accepter, à écrire cette note, à solliciter, même à plaider leur libération. Je crois que, vous savez, la branche d'amitié, ça peut se courber, mais qu'on s'évertue à ce que ça ne se casse pas. Oui, mais il y a une chose qui me gêne dans cette affaire-là. Les amis d'hier, et je ne sais pas pour quelle raison, ils ne sont plus ensemble, mais est-ce qu'ils ont besoin de dénoncer leur ami d'hier, celui avec qui ils mangeaient, ils buvaient, ils sont ensemble tout le temps? Est-ce que cette attitude-là, est-ce que c'est bon, ce comportement? Non, je me demande, est-ce que le verbe dénoncer, même si, parce que Emmanuel Adebayor ne se reconnaît pas dans ce que les gens leur ont dit. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une certaine mesure de calomnie, de diffamation? Voilà. Parce que, vous savez, sur le principe, ami aujourd'hui, ennemi demain, ça, personne ne peut contrôler. C'est les questions d'intérêt et c'est les questions également d'ambition. Mais vous savez, si est-ce qu'on a besoin de faire du mal, de chercher à faire du mal à quelqu'un avec qui on s'entendait bien hier, juste parce que peut-être aujourd'hui, il y a eu peut-être un petit problème, donc il faut chercher à tout prix à nuire? Non, je pense que c'est un manque de hauteur d'esprit, au fait. Manque de hauteur d'esprit, c'est-à-dire... De niveau même d'appréciation. De niveau d'appréciation, parce qu'on n'en a pas besoin. Moi, on le voit souvent, on l'a vu sur le plan politique, hein, quand on voyait Agome Kodjo qui a fait la maison, RPT, qui est revenu et qui parlait mal de ce qui se faisait à l'interne même. Vous voyez qu'il a manqué de hauteur d'esprit à un moment donné. Vous imaginez, quand vous voyez un certain Fubé Artiste qui a fait la C14, et du jour au lendemain, peut-être, il y avait un petit souci dessous, et qui vient, qui racontait... Agome Kodjo, est-ce qu'il n'a pas le droit d'être dans un camp et après, s'il n'est plus d'accord avec ce qui se fait, surtout en politique, de quitter et de dire ça, c'est pas bon? Non, parce qu'il n'a pas dénoncé des secrets d'État jusqu'à ce jour, ce que je sache. Hein. Non, mais c'est-à-dire, quand vous parlez un peu des élections, je ne veux pas rentrer dans le fond, mais quand vous disiez des choses peut-être dont on n'a pas besoin de savoir, moi je dis que vous êtes un peu allé peut-être loin. C'est-à-dire, vous pouvez dénoncer les manières, vous pouvez dénoncer les méthodes. Voilà. Oui, mais ici, par exemple, quand vous voyez un certain Fubé Artiste qui parle de la C14, qui leur reproche même des choses, alors qu'ils étaient toujours ensemble, vous dites qu'il y a des soucis. L'amitié, ça doit être ferme. C'est-à-dire, vous pouvez vous reprocher des choses. Si on vous demande pourquoi vous n'êtes plus ensemble, bon, vous savez, nous sommes arrivés à un moment donné, on n'arrivait plus à s'entendre. C'est pour cela que nous sommes départis. Je vous remercie, Firmet Kwagbo. On va observer une pause. Le technicien me fait signe là. Nous allons rapidement observer une pause et on revient donc pour la suite de ce débat.
Rétro 7. Avant donc de reprendre notre débat, nous allons revivre grâce à Nani Vidjirakou et quelques-uns des événements qui ont jalonné cette semaine. Nani Vidjirakou. L'actualité internationale cette semaine est dominée par le scandale Pegasus. Le Maroc a été épinglé pour avoir utilisé le logiciel espion Pegasus d'Israël contre plusieurs personnalités, dont des journalistes étrangers et le président français Emmanuel Macron. Un scandale révélé par le consortium de journalistes de Forbidden Stories et Amnesty International. Selon ces deux organisations, 50 000 numéros ont été espionnés dans plusieurs pays. Au moins, les numéros de 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains et 65 chefs d'entreprise ont été écoutés. Lénaïg Bredo, journaliste à Mediapart. Il faut bien comprendre que ce logiciel, c'est pas une écoute comme les autres. C'est un programme extrêmement puissant qui permet en fait d'absorber l'entièreté des données d'un téléphone. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement difficile en fait de s'en prémunir et de s'en protéger. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que les révélations du consortium Forbidden Stories et des médias partenaires montrent qu'en réalité, des centaines et des centaines de personnes, d'activistes, de militants des droits de l'homme, de journalistes ont été victimes de ce logiciel, de la demande de plusieurs États. En l'occurrence, pour les journalistes français, c'est le Maroc, selon cette enquête. Du côté de la France, une enquête a été ouverte pour voir si le Maroc est impliqué dans ce ciblage des téléphones portables de plusieurs personnalités politiques françaises, dont le président Emmanuel Macron. Dans la journée de jeudi, l'Élysée a convoqué un conseil de défense exceptionnel pour faire le point. À l'issue de cette réunion, le portable et le numéro du président français ont été changés. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski mardi, le président Alassane Ouattara s'est exprimé sur la réconciliation nationale en cours dans le pays. Il compte poursuivre le processus et exhorte les Ivoiriens à la cohésion nationale. Alassane Ouattara. Cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. C'est la première fois que Ouattara s'est exprimé depuis le retour de Laurent Gbagbo. Récemment, la tension était encore montée entre son parti RHDP et Gbagbo au sujet du troisième mandat. Malgré tout, à l'issue du Conseil des ministres mercredi, le gouvernement ivoirien a annoncé la date de mardi 27 juillet prochain pour une première rencontre entre Gbagbo et Ouattara à la présidence. Cette rencontre qui s'annonce est une étape importante du dialogue ouvert dans le pays pour la décrispation du climat politique. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Il existe un dialogue qui a commencé avec le Premier ministre Amadou Gon, qui s'est poursuivi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et qui se poursuit avec le Premier ministre Hachi. Il n'y a jamais eu d'interruption de dialogue dans notre pays. Pour l'heure, Laurent Gbagbo n'a pas encore confirmé s'il répondra à cette rencontre. Tentative d'assassinat au couteau contre le président de la transition au Mali. Le colonel Assimi Goïta, le président par intérim, a échappé à une attaque à la grande mosquée de Bamako mardi lors du rite musulman de la Tabaski. Un jeune homme a tenté de poignarder Goïta de dos, mais c'est une autre personne qui a été blessée. Assimi Goïta, sorti sain et sauf de cette attaque, a rassuré le peuple malien et les partenaires de son pays. C'est une action isolée, ça a été maîtrisé, a rassuré l'opinion nationale et internationale que je vais très bien, il n'y a pas de problème, aucun élément n'a été blessé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien ainsi qu'à nos partenaires. Une tentative d'assassinat du président malgache Rajolina a été aussi déjouée mardi. Dans ce cas, 2 Français ont été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont placés en garde à vue mercredi avec leurs épouses. Selon le procureur général auprès de la cour d'appel, les inculpés prévoyaient d'assassiner de hautes personnalités politiques, dont le président malgache. En Tanzanie, Freeman Mbowe, président de Chadema, principal parti de l'opposition, a été arrêté dans la nuit de mercredi par la police. 10 autres de ses compagnons ont été aussi arrêtés alors que tous prévoyaient d'organiser un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Suite à cette arrestation, le parti Chadema accuse la nouvelle présidente tanzanienne
iranienne Samia Suluhu Hassan de reproduire la même dictature que son prédécesseur John Magufuli. Et puis en Haïti, Ariel Henry, le premier ministre désigné par le président Jovenel Moïse assassiné, a pris officiellement fonction mardi. Dans son discours, il a appelé les Haïtiens à l'union et au consensus de toutes les forces du pays. Pour rappel, face à la pression internationale, lundi, Claude Joseph, qui assumait l'intérim, a finalement démissionné. Le défunt président Jovenel Moïse, de son côté, a été inhumé ce vendredi à Cap-Haïtien aux côtés de son père décédé l'année dernière. Le logiciel espion Pegasus a été détourné par des États pour cibler des politiques, des journalistes, des avocats. Cette affaire n'est pas nouvelle, mais le dernier rebondissement donne une certaine idée de l'ampleur de cette affaire d'espionnage. Une première réaction, c'était quoi? Moi, je dis simplement qu'Israël veut contrôler le monde. Israël veut contrôler le monde. Il vous en souvient que l'Israël, on devrait organiser un sommet ici au Togo, Afrique, Israël, au Togo, mais ça n'a pas pu se tenir. Et quand vous voyez un peu la date de la vente de ce logiciel aux États, c'est à partir de 2016. Alors, le sommet devrait se tenir en 2017 au Togo. Bon, moi, je peux dire que depuis 5 ans, Israël peut-être a mis en place une politique pour pouvoir contrôler le monde, renforcer son renseignement pour savoir comment le monde est en train d'évoluer. La deuxième chose que je voudrais... Mais l'État d'Israël dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire-là, que c'est une affaire privée. Vous savez, avant que vous nous vendiez, avant que NSO Group vende le logiciel à un gouvernement ou à une agence, l'agence doit avoir l'autorisation de l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui dit oui, vend à tel gouvernement, à telle agence. Donc vous imaginez, donc peut-être c'est une société même d'État, mais qu'on a transformée en société privée. Donc la deuxième chose que je voudrais faire observer, vous savez, c'est comme, il y a le terrorisme et tout ça, mais j'ai l'impression que les gouvernements du monde ont peur des frustrations du monde, ont peur des soulèvements du peuple. C'est pour cela que tout le monde veut se montrer à l'abri. C'est pour cela que peut-être il y a des régimes qui veulent devenir plus dictatoriaux qu'avant. Et la troisième chose, pour conclure à ce niveau... Non, on peut espionner sans forcément être dans une dictature. Non, l'espionnage, il y a une différence entre l'espionnage et le renseignement. Oui. Le renseignement, c'est une information estimée sur sa valeur, sa pertinence. Alors que l'espionnage est beaucoup plus négatif. C'est une collecte de renseignements. Mais le renseignement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avoir des renseignements? Le renseignement est beaucoup plus légal, si on peut le dire ainsi. Mais c'est-à-dire, l'espionnage, c'est beaucoup plus dans la clandestinité. Voilà. Vous imaginez l'espionnage, la différence... Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie cette affaire-là? On sait que tout le monde espionne tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. Voilà c'est finalement ce qu'on nous dit. Oui, c'est ça ce que je voudrais dire. C'est ça ce que je disais. L'espionnage, c'est beaucoup plus dans la clandestinité. Et moi, je me dis, pourquoi tant de tapage? Parce que, quoi qu'on puisse dire, on nous espionne tous. Quand Emmanuel Macron s'évertue à dénoncer, ou le gouvernement français s'évertue à dénoncer le Maroc, mais on doit lui dire qu'il y a ses prédécesseurs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont été espionnés par le gouvernement américain pendant des années. Mais ils n'ont plus rien dit. Vous savez que les Américains dépensent tellement en termes de renseignement. Et quand on parle de renseignement américain, il y a de l'espionnage dedans. On contrôle tout. Vos téléphones sont mis sur écoute, sont surveillés. Vos mails sont surveillés. Vos messageries privées. Et n'oubliez pas que ce que les États-Unis dépensent en un an en matière de renseignement, c'est 10 fois ce que l'Europe... c'est ce que l'Europe dépense en 10 ans. Je reprends. Ce que les États-Unis dépensent en un an en matière de renseignement, c'est ce que l'Europe dépense en 10 ans. Donc ça veut dire que les États-Unis mettent beaucoup d'argent dans les renseignements pour contrôler tout le monde entier. Donc, quand on parle d'espionnage et tout ça, là, moi je dis on ne doit pas faire ça aux journalistes, mais on ne peut qu'espionner, on ne peut que renseigner. Une crise de tété, on va aller rapidement. Non, j'ai pris plaisir à suivre mon cher ami Firmin. Donc, je dis, en fait, c'est un jeu de mots. Les renseignements proprement dit et l'espionnage. Donc c'est un jeu de mots. C'est vrai que dans l'espionnage, on passe à un degré supérieur. Dans les renseignements aussi, se renseigner,
ce n'est pas le verbe se renseigner, mais quand on parle en termes de renseignement, c'est avoir des informations sur quelqu'un, sur ses activités, lorsqu'on a des soupçons. Ça aussi, on n'a pas l'autorisation avant de le faire. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'aggraver l'espionnage? Donc il faut dire que en fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, mais dans le contexte, dans le sujet, on parle de Pegasus d'Israël. Tout le monde sait que Israël est très futé. Israël a beaucoup d'éléments en termes de renseignement. Et même si par abus de langage, on peut parler d'espionnage. Parce que, vous savez, l'espionnage se définit lorsque, coûte que coûte, on s'est donné un objectif, on veut vérifier un point A à partir d'un point C ou bien d'un point B. Donc là, l'environnement immédiat. Alors que dans les renseignements, vous savez, la base des renseignements, c'est que ça s'appuie sur des sources. Et la première étape des sources, c'est ce qu'on appelle les sources ouvertes. Les sources ouvertes, si par exemple on prend la personne de Della Agbo comme source ouverte, donc je peux verser ce que je sais sur Della Agbo dans le panier, firmer dans le panier, après on procède à des tris. Maintenant, l'espionnage, c'est parce qu'on te reconnaît, tu développes certaines velléités, donc on braque beaucoup plus le projecteur sur toi, sur tes activités. On n'attend pas que tu commettes des choses, mais on veut te pouvoir là où tu veux arriver. Donc c'est ce qui fait la force même de l'espionnage. Et vous savez, nos États, que ce soit européens ou bien africains, investissent également beaucoup dans ce que nous appelons les renseignements. Mais lorsque les renseignements révèlent des choses qui méritent beaucoup plus d'attention, il faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, dans le cas d'espèce, c'est l'espionnage. Donc c'est une forme d'accentuation des renseignements. Et je dis, on parle de renseignements dans ce contexte, ce n'est pas aller connaître son papa, qui est sa maman, mais les renseignements, dans un autre langage, les renseignements, c'est essayer de passer la personne au scanner, d'avoir les informations sur ses activités, et je crois que c'est à partir des indices. Maintenant, lorsque les indices sont assez poussés, sont forts, donc il faut développer d'autres stratégies, ça amène à ces affaires. Donc là, il ne s'agit pas, ou bien il ne s'agirait pas de diaboliser les États qui emploient, disons, ce logiciel, parce que seuls les gouvernants savent les mobiles pour lesquels ces logiciels sont exploités. Mais généralement, c'est utilisé, la loi ne permet pas ça. Parce qu'ils s'introduisent dans l'intimité des gens pour violer leur intimité, pour connaître des informations. Et la loi n'est pas toujours du côté de ceux qui font ce oui, genre. Non, mais vous permettez, Firmin. Et M. Della Agbo, est-ce que vous faites l'objet de cette surveillance par Pegasus? Vous me direz abusivement que vous ne pouvez pas en savoir, mais est-ce que votre nom est cité? Pourquoi est-ce que les autres noms sont cités? Je suppose que c'est parce que ces autres noms ont développé des velléités, ont posé un certain nombre d'actes. Et là, lorsque le panier des renseignements explose, ça amène à beaucoup plus de vigilance, à beaucoup plus de braquage de projecteurs. Donc là, et tout État a les moyens d'assurer, disons, sa sécurité intérieure et sa sécurité extérieure. Donc là, le choix revient à chaque État. Maintenant, je voudrais... Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais savoir, parmi les personnes ou les personnalités espionnées, il y a des politiques, il y a des avocats, il y a des journalistes. Alors moi, je voudrais savoir, surtout les journalistes, pourquoi fait-on tant d'honneur aux journalistes? Non, mais est-ce que c'est une question d'honneur? Je ne pense pas que ça soit exclusivement une question d'honneur. Mais lorsque tu es journaliste... C'est une façon de parler. Oui, mais lorsque tu es journaliste et puis tu poses un certain nombre d'actes aussi qui attire, qui attise, donc là, mais il va falloir qu'on te surveille. Quand vous voyez par exemple le cas de Eddy Plenel, de Mediapart, Mediapart par exemple, c'est quelqu'un qui s'est toujours opposé au régime marocain. Vous imaginez, en termes des droits de l'homme, il critique toujours le régime marocain. Donc, c'est une menace pour le régime marocain. C'est pour cela que lui, on l'a mis sur écoute. Et oui, je pense que pour des journalistes qui critiquent peut-être, où
ont des positions qui dérangent des pouvoirs, je pense que ces pouvoirs... Est-ce qu'on peut dire la même chose des confrères Ferdinand Haïté, de l'alternative Carlos Quetou, qui dirigeait l'Indépendance Express, et Luc Abaki? Je ne sais pas, je ne connais pas les mobiles. Et aussi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est en 2016. Si on peut remonter en 2016, c'est en 2016 que le Pegasus a été utilisé, on peut remonter en 2016. Mais je ne sais pas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas trop les mobiles pour lesquels on les avait espionnés. Les journalistes, ils dérangent, quoi qu'on puisse... On les aurait espionnés, parce qu'on n'a pas encore les preuves. On n'a pas encore les preuves, on les aurait espionnés. Moi, je me dis, les journalistes, on leur fait tout d'honneur. Les journalistes, quoi qu'on puisse dire, on demande une menace éternelle pour quel pouvoir que ce soit, pour quelque opposition que ce soit. Bien. Non, mais moi, je voudrais ajouter, vous savez, une chose est dans la liste, sur la liste, mais une chose est de voir, disons, son téléphone être infecté. Donc ça, malheureusement, qu'on n'a pas le temps pour développer cet aspect, parce que l'infection aussi, ça permettra de comprendre même le fonctionnement de ce logiciel. Est-ce que les confrères dont les noms sont sortis ont vu leurs outils de communication être infectés? Donc, on met un grand point d'interrogation, parce qu'on a vu... Et ça ne s'en rend pas compte, vous pouvez savoir. Oui, mais on ne s'en rend pas compte. Mais ceux qui ont révélé des choses doivent avoir les éléments matériels. Les éléments matériels. Et là, moi-même, je me dis, lorsque je considère la plainte du Maroc à l'endroit de Forbidden Stories, lorsque je note aussi la plainte de l'Algérie concernant Amnesty International, je me dis, est-ce que tout cela, ce n'est pas du réchauffé qu'on voudrait nous servir? Ce n'est pas du réchauffé. Est-ce que cela ne participe pas d'un autre plan à l'ordre mondial des choses? Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que ce logiciel-là permet de faire l'espionnage. Et ça permet d'avoir des renseignements poussés. Voilà. Ok, bien, nous allons évoluer parce qu'on n'a pas le temps pour approfondir cette affaire-là. Le président Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin dernier à Abidjan, après 10 ans passés à l'extérieur, et c'est seulement après plus d'un mois que son successeur Alassane Dramane Ouattara l'a invité pour une rencontre au sommet. Alors, qu'est-ce que ces deux hommes-là peuvent se dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Oui, Philomène Tegouagua, à votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire? S'ils doivent se dire quelque chose, peut-être ils vont parler de la réconciliation. Ils vont parler de la réconciliation. Moi, je dis, avant d'aborder même ce sujet, si vous le permettez, moi, je dis, en réalité, la prison permet aux gens d'apprendre. Si vous remontez un peu l'histoire, Mandela était tellement violent, il avait emprunté la voie de la lutte armée avant d'entrer en prison. Mais après les 27 ans, il a opté pour une méthodologie beaucoup plus pacifique. Et quand il est sorti de la prison, il a dit ceci: nous disons merci à nos frères blancs d'avoir contribué à l'évolution, au développement de ce pays. Donc, mais quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire... Il faut dire que la société blanche avait beaucoup évolué. Oui, beaucoup n'étaient plus d'accord avec voilà. Et puis il a dit merci à ceux qui l'ont libéré aussi. Donc maintenant, quand Gbagbo est rentré, le jour-là même, depuis le 17 jusqu'à présent, il n'a même pas dit merci à Ouattara. C'est sa femme même qui l'a devancé, qui a dit, nous disons un grand merci à Ouattara d'avoir libéré Gbagbo. Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire, tout d'abord sa famille ou sa vie intime est divisée, c'est-à-dire lui qui est rentré, même s'il avait des choses à reprocher à sa femme, au moins, ne serait-ce que pour sauver la face, pour sauver l'image, au moins il devrait laisser sa femme l'accueillir à l'aéroport. Il n'a pas fait. Il est rentré, il n'a pas parlé de celui avec qui il était là, à Bruxelles. Il est rentré, il n'a pas parlé de Guillaume Soro. Il est rentré, il n'a pas dit merci à Ouattara. Il est rentré, il se montre dans une posture beaucoup plus partisane. Et il veut braquer le camp Ouattara. Moi, je me demande, Gbagbo, il va où? Gbagbo, moi, je crois qu'il était quelqu'un de sage, un panafricaniste. Non, mais Gbagbo est de moins en moins sage. Et moi, je suis de ceux qui critiquent le président Ouattara, mais depuis un certain temps, je suis tombé d'admiration pour lui. Je suis tombé d'admiration pour lui parce que tout d'abord, il a permis à ce que Gbagbo rentre chez lui. La deuxième chose... Est-ce qu'il avait le choix? Il avait le choix. Il avait le choix. Mais attendez, c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir, oui, on sait. Mais est-ce qu'il pouvait encore s'opposer au retour de quelqu'un qui a été blanchi? Est-ce qu'il pouvait encore le faire? Quelle image il va donner de lui-même? Non, Gbagbo blanchi. C'est lui qui l'a envoyé là-bas. Moi, je dis Gbagbo n'a pas été blanchi parce qu'il est innocent, parce qu'il a manqué de preuves. C'est pour cela qu'on a libéré Gbagbo. Mais si on veut parler de ceux-là qui sont morts en Côte d'Ivoire, vous dites là une seconde, s'il vous plaît, si vous le permettez. Vous dites qu'il n'a pas été blanchi parce qu'on a manqué de preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, la personne est blanchie. On considère que la personne n'a pas fauté. Oui, aux yeux du monde, on va dire que Gbagbo n'a pas fauté. Est-ce que Gbagbo, si on veut parler des 3000 morts,
La responsabilité incombe à qui? La responsabilité incombe à Gbagbo, la responsabilité incombe à Ouattara, à Bédié, à Guillaume Soro. Ce sont eux tous qui sont responsables de la mort de ces 3000 Ivoiriens. On doit le dire, on ne m'a pas dit que Gbagbo a été libéré parce qu'il était innocent. Gbagbo n'est nullement innocent. En réalité, lui, panafricaniste, il devrait se dire au début de la guerre, quand les Obama, les Sarkozy lui demandaient de laisser le pouvoir, il devrait se dire, au nom de l'amour que je porte pour ma patrie, je démissionne. Il ne l'a pas fait. On ne va pas revenir. On va pas revenir. Même moi, aujourd'hui, Ouattara se montre dans une posture beaucoup plus réconciliante, dans une posture beaucoup plus républicaine. C'est pour cela qu'il a parlé de réconciliation l'autre fois. Ce que Gbagbo devrait faire. Toujours à Bruxelles. Regardez, vous imaginez. C'est ce que Gbagbo devrait. C'est Gbagbo qui devrait en réalité plaider pour leur libération. Non. Moi, je pense qu'au menu de leur rencontre du mardi prochain, Gbagbo va demander. Moi, je l'espère. J'espère que le jour-là, il sera sage. J'espère qu'il va demander à ce que Charles Blé Goudé rende, à ce que Guillaume se rende. Et que eux tous, les vieux, ceux-là qui ont déjà fait le pouvoir, qui se disent, laissons le pouvoir et transmettons le pouvoir à la génération plus jeune. Non, mais moi, je ne ferai pas à loisir le procès de Laurent Gbagbo. Je n'insinue pas que mon confrère l'a fait, donc il a développé, il a épousé des idées, mais je crois que la rencontre elle est primordiale. La rencontre est primordiale parce qu'aujourd'hui c'est Alassane Ouattara qui a la manette de l'action politique et de la dirigeance de l'action politique ivoirienne. Et je crois le fait d'avoir fait profil bas pour faciliter le retour, beaucoup plus s'investir dans la réconciliation. Alassane Ouattara, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, Alassane Ouattara a facilité un tant soit peu le retour de Laurent Gbagbo. Il avait le pouvoir de dire non, ou bien il avait le pouvoir, à travers ce non, le dire en jouant au dilatoire. Il pouvait le faire. Les missions de passeport, les conditions, les négociations, donc il pouvait traîner là-dessus. Mais il a su également que aussi bien l'opinion nationale qu'internationale... Il s'est résolu à... Oui, il s'est résolu vu l'appréciation, comment ça se faisait. Donc il était contraint d'accélérer les choses. Maintenant, il y a un autre aspect. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire. C'était la fierté, l'émotion, mais Laurent Gbagbo, je le considère comme sage, mais il a manqué sur des points de dose suffisante de sagesse, parce qu'il a tenu des propos qui ne devraient être pas tenus par un homme politique avec cette sagesse-là. Gbagbo a fait du Gbagbo. Est-ce que c'est pas pourquoi vous êtes surpris? Est-ce que Gbagbo n'a pas fait du Gbagbo? Non, Gbagbo, non, mais moi je n'irai pas jusqu'à ce niveau. Mais je dirais, il y a l'euphorisme aussi, qui à un certain moment, l'émotion qui a pris le dessus. Mais Gbagbo, la rencontre Gbagbo-Ouattara doit déblayer le terrain. Et c'est là où je voudrais retrouver un certain Gbagbo jouer le rôle de Jean-Baptiste dans la Bible. Déblayer le terrain pour les autres, notamment pour Charles Blé Goudé, notamment pour Guillaume Soro. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation dans ce pays quand ces deux hommes sont à l'extérieur du pays. Merci Credo Tété, merci Firmin Teko Agbo. Je vous remercie d'avoir accepté de venir commenter l'actualité de la semaine pour les auditrices et auditeurs de Radio Victoire. Mesdames et messieurs, je ne cesserai de le dire, votre fidélité nous honore. Mes compagnons de toujours, Hervé Essay, Vidirakou Anani, Haïté Messan et aujourd'hui c'est Askoul. Voilà, et moi-même, Delagbo, nous vous souhaitons un excellent week-end. Au revoir.